Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Eric. Bonjour Bruno. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Donc aujourd'hui, au Bracket Show, on a un invité, Jean-Michel Gingras, qui vient nous présenter des choses par rapport aux tests, si je ne me trompe pas. Oui, je m'en viens vous parler de tests end-to-end. Dans le fond, pas simplement des tests end-to-end, mais les tests end-to-end automatisés pour les applications web. Fait que je viens vous parler d'un peu de qu'est-ce qui existe, puis de comment en faire, combien en faire, puis des petits trucs et astuces pour vous débrouiller dans le quotidien avec ces outils-là. Cool. Avant de rentrer dans le sujet, peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, te présenter, parle-nous un peu de toi, tes occupations, ton travail, ton cheminement. Je suis un développeur web. Dans le fond, je travaille avec mes collègues de Pixis à développer différentes applications pour nos clients. Fait que je me suis spécialisé avec le temps plus spécifiquement dans les applications web. J'ai peut-être des affinités vers le front-end. Fait que je me suis amusé avec les différents frameworks, Angular, React, Vue.js. Puis ça m'a aussi amené justement à faire des tests là-dessus. Puis j'ai aussi un petit côté DevOps qui m'a été partagé avec le temps. Fait que je me débrouille, je me suis beaucoup amusé avec les technologies comme Docker puis Kubernetes. Même si tu travailles avec nous autres, tu travailles pas si proche de nous autres que ça, toi. Non, c'est vrai. Dans le fond, je suis situé à Sherbrooke avec certains autres de mes collègues. On fait partie d'une petite équipe qui est en plein développement dans la belle région de l'Estrie. Super. Donc, tu veux nous parler de qualité. Ouais, aujourd'hui, on va parler de qualité. Fait qu'on va parler d'un outil qui va améliorer la qualité de vos programmes. Dans le fond, le but, c'est de donner plus de valeur puis d'optimiser votre temps quand vous développez une application. C'est d'avoir ce que j'appelle un retour sur investissement. Fait que c'est des outils qui vont vous nécessiter un peu de travail, mais qui à la fin, vous allez être gagnant, surtout à long terme. Parfait. Fait que je vais vous expliquer un peu comment je suis arrivé à parler de ça. Je suis pas arrivé du jour au lendemain que je me suis dit on fait des tests end-to-end d'un bout à l'autre, on automatise tous nos tests dans nos applications web. Dans le fond, moi j'ai commencé comme n'importe qui, je suis rentré dans une entreprise où est-ce que c'était la belle époque où est-ce que tout le monde avait la vertu de commencer à faire des tests. Fait que tout le monde était un peu en exploration. En exploration, puis moi je comme un jeune étudiant qui sortait de l'école, ben j'étais un peu naïf, puis on m'imposait cette méthodologie-là. Ça venait pas de moi, puis je faisais des JUnit, puis je comprenais donc pas la valeur. Je perdais mon temps, ça me prenait plus de temps à développer. C'est donc pénible de faire des tests, puis j'avais pas l'impression que je corrigeais des bugs et tout ça. Mais à force d'en faire, c'est là que je trouve un bug à droite, ça me prend beaucoup moins de temps à les coder parce que j'ai appris à les bonnes pratiques, puis les patterns y reviennent, puis on a des stratégies. Oui, parce qu'on s'entend que le code de test doit aussi être considéré du code de production. Donc, on a les mêmes standards de qualité quand on développe des tests que du code de production, parce qu'il faut qu'ils soient fiables, nos tests. Quand même. Exactement. Puis il faut leur faire attention, puis il faut les maintenir. Il y a du refactoring autant dans ce code-là qu'il va en avoir dans notre code qui s'en va en production, qui fait exécuter notre application. Et dans les mêmes places, j'ai commencé à avoir des tests end-to-end qui sont apparus, puis qu'on s'est monté un framework. Dans le temps, on utilisait Selenium. Mais là, Qu'est-ce que tu entends par test end-to-end par rapport à les tests que tu faisais avant? Des tests end-to-end, par là, j'entends que, dans le fond, c'est des tests qui simulent l'interaction d'un utilisateur avec notre application. Donc, ça prend une application qui est complètement déployée, fonctionnelle sur un environnement, je dirais, contrôlé, puis que... Exactement. Okay. Fait qu'on en reparlera plus tard, mais c'est un des prérequis pour être capable de faire des tests end-to-end, c'est d'avoir un environnement qui est similaire à ce qu'on veut, qui inclut toutes les couches de l'application, ce qui est souvent équivalent à ce qui est de mocking. Le moins possible. Quand tu fais des unit tests. Puis là, tantôt, on verra les stratégies, mais oui, dans l'idéal, ça serait un environnement de production ou production-like qu'on appelle, pour être capable de tester. Puis là, à force, comme je disais, de faire tous ces tests-là, puis de devenir avoir une meilleure expertise, j'ai vite compris que les tests, ça nous égalait beaucoup de qualité sur le programme, puis ça nous évitait beaucoup de back and forth, de déployer en production, puis de trouver des bugs, puis il y avait vraiment de la valeur, surtout dans la non-régression. Après ça, je suis tombé un peu dans la consultation, puis je suis tombé dans un environnement où est-ce que les tests n'étaient plus nécessairement la norme où est-ce que j'étais avant. Fait que, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est on avait de la difficulté à vendre les tests aux clients.
Fait que là, c'était un peu le challenge. Ben, tu dis au client, ben, si t'es pas capable de comprendre que c'est de la qualité, tout ça, puis tu dis au client, ben, faut que tu payes un 10% de plus pour que je fasse des tests. Lui, il comprend pas la valeur parce que c'est pas lui qui l'a vécu, il connaît pas le pain. Fait que là, on essayait de le vendre comme ça, puis ça marchait pas. Le client, il était là, non. T'as juste à le coder comme il faut la première fois. Ouais, on s'entend ça souvent. Là. Ouais, ne faites pas payer pour les tests, c'est comme un overhead, puis ben, c'est comme la qualité, c'est comme quelque chose qui est pris pour acquis, mais c'est c'est le non-qualité qui devient un problème dans le fond. Fait que on devrait développer de la qualité, mais quand il n'y en a pas, c'est là qu'on se le fait reprocher, mais il faut se donner les outils pour en avoir. Merci. Puis je pense que là, c'est là une des tâches du développeur de l'inclure dans son processus de travail, puis que c'est non négociable. On nous demande de faire de quelque chose qui a de la qualité, mais ça nous prend des outils pour le faire. Fait que, on ne demande pas à ton menuisier de ne pas utiliser de marteau pour construire la maison. Ben, ça va être la même chose avec une application. Moi, j'ai besoin de tests pour développer mon application. Fait que, justement, ben, les tests, ça prend du temps, ça égale de l'argent. On ne veut pas nécessairement s'investir là-dedans. Puis, fait que, lentement, les tests unitaires sont devenus plus standards, fait qu'on a réussi à le glisser avec un client, mais j'avais toujours pas réussi, dans mon contexte de consultation, à ramener les tests end-to-end, où est-ce que j'avais vu une certaine valeur à faire ça. Mais le setup, il était quand même lourd un peu, puis sur des petits projets, on avait de la misère à justifier l'overhead. Ouais, c'est ça. C'était coûteux, fait que là, le monde hésitait beaucoup, puis ça revenait tout le temps à cette gimmick-là qui était test, ça égale du temps, ça égale de l'argent, fait que parce qu'on s'entend, les tests unitaires, c'est une bonne chose, c'est une bonne pratique, mais c'est une pratique de développement. C'est pas nécessairement une pratique de qualité pour moi. Ça permet de développer des choses qui sont testables, répétables, tout ça, mais pour moi, la qualité, je pense que ça vient vraiment du fait que tu peux tester de bout en bout ton système. Là. Ben, c'est ça qui va te donner beaucoup plus une meilleure vision de ce que le client il va vivre, puis tu vas tester vraiment son expérience. Puis au minimum, ça permet de tester justement l'assemblage des morceaux ensemble. Parce qu'on a beau dire que chaque morceau est testé, s'ils se parlent pas bien ensemble, ça n'a rien donné de toute unit testée, chaque classe qu'on a faite. Si ta fonction fonctionne bien, mais tu ne passes pas les bons paramètres, c'est ça. Fait que c'est là un peu qu'en tant que savant fou, j'ai commencé à m'amuser, puis j'ai commencé à mixer un peu les technologies. Puis je suis tombé sur un outil Cypress.io, où est-ce que j'ai eu beaucoup de fun avec ça, puis que ça m'a réconcilié avec les tests end-to-end. Fait que là, j'ai commencé à en parler, puis ça a créé un buzz autour de moi où est-ce que on a retrouvé à mettre de la valeur dans les tests end-to-end. Puis c'est un peu aussi pour ça que je vous en parle présentement. C'est j'ai trouvé des formules pour être capable d'avoir une certaine rentabilité avec ça au travers. L'outil, c'est celui que j'ai découvert qui était bien seul, mais il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, on parle vraiment des différents outils, de la méthodologie des tests, de la pratique. Les outils, on pourra s'en reparler une autre fois, ça va être super intéressant. Là. Mais moi, c'est avec celui-là que j'ai eu du plaisir, mais tous les autres, il y en a beaucoup de similaires avec des avantages qui sont intéressants. Fait que là, après toutes ces expérimentations-là, ben, on est retombé dans un état où est-ce qu'on avait un retour sur l'investissement. Fait qu'on était capable de mettre du temps, mais le temps qu'on investissait à développer nos outils de test end-to-end, ben, on avait un retour sur l'investissement rapidement, où est-ce que ça nous sauvait rapidement du temps. Puis c'était plus... Moi, dans ma pratique, je sauve du temps à faire des tests. Si je les fais pas, ça me coûte à la fin. Fait que de pas en faire, c'est de m'handicaper moi-même. C'est sûr que peut-être tu payes un peu plus tôt, mais tu as tellement plus d'avantages à long terme que ça compense le temps que tu as mis à les faire, en fait. J'ai réussi même que peut-être dans l'échéancier de peut-être même un sprint, je suis capable d'avoir un retour. Fait que c'est rendu maintenant négligeable. Là. C'est un peu comme les tests unitaires. Si tu es capable de tester pendant que tu développes, je pense qu'avec les outils maintenant, on est facilement capable. Si tu es capable d'avoir un environnement sur ton poste puis de le tester. Je pense qu'une chose qui est intéressante des tests, c'est que c'est répétable, c'est automatisable, puis c'est rapide à exécuter par rapport à faire la même job que ça fait manuellement. Parce que de toute façon, quand tu écris ton code, tu vas à un moment donné
t'installer devant l'ordi, puis tu vas faire des opérations pour tester quelque chose. Puis souvent, ces opérations-là, c'est long. Faut que tu cliques login, cliques à gauche, là, tu rentres des données. Fait que, tu veux faire un paquet d'opérations, mais manuellement, c'est long à faire, puis c'est pas répétable, puis tu peux générer des erreurs. Puis tout ce nombre d'itérations-là, tu le sauves avec ça, en fait. Oui, puis je te dirais que le meilleur cas que je peux exprimer pour avoir ça, c'est quand il faut que tu testes la fonctionnalité qui se trouve à la fin d'un wizard. Ouais, fait que chaque fois, il faut que tu passes au travers des 8 étapes, que tu remplisses tes formulaires à chaque fois comme il faut pour juste tester que le dernier bouton à la fin il fonctionne. Là, quand tu as juste une étape à faire, où est-ce qu'il te met, il automatise toutes ces étapes-là. Premièrement, lui, il ne se trompe pas, il a rempli tout le formulaire comme il faut avant, parce que des fois, dans ton wizard, il faut que tu mettes certaines configurations. Certains cas de figure, ouais. C'est ça. Fait que là, tout est programmé, ça se répète, parfait, c'est reproduisable à chaque fois de la manière que tu veux. Fait que surtout dans ces cas-là, le retour sur l'investissement, il est incroyable. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais vous parler un peu des tests end-to-end pour les applications web. Je vais vous expliquer, on a parlé beaucoup de qu'est-ce que c'était. Fait que les outils en général, c'est des outils qui vont vous permettre de faire, de simuler l'interaction avec une application web. Fait que dans le fond, il va simuler les clics. C'est quoi typiquement? C'est que ça va démarrer ton application dans un browser, puis ça va interagir avec le browser pour faire les mêmes interactions qu'un humain, ou ça va se passer en dessous de la couverte? Il y a deux manières de fonctionner. Soit, on parle de browser, maintenant, il y a deux types de browsers. Il y a les headless browsers puis les browsers. Headless browser, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas d'affichage nécessairement. Tout se passe un peu comme tu dis, en dessous de la couverte, c'est caché, puis dans le fond, ça s'exécute, puis lui, il parse l'HTML. Comme Karma fait ça? Ben, Karma, il fait un peu ça, j'imagine, simuler un browser. C'est comme un espèce de runner de test qui roule tes tests dans un environnement. Ouais, partiellement, je pense, à travers les components. Je pense que... C'est comme un faux host, comme un browser. Karma, je pense que c'est plus pour exécuter des tests unitaires, où est-ce que lui, il va utiliser du test JavaScript. Peut-être dans ton JavaScript, tu vas jouer avec ça. Il va pas interagir avec la HTML comme... C'est ça. Lui, il va utiliser, dans les tests, il va utiliser les mêmes... Tu vas avoir ton application que soit lui, ton outil va lancer, ou qui va être démarré, que tu vas te connecter directement sur ton serveur de dev ou de test ou de pré-production pour exécuter tes tests. Puis lui, il va interagir avec. Fait qu'il va faire des requêtes, il va récupérer le HTML, il va interagir avec, il est capable de processer comme un browser le fait, fait qu'il va être capable de faire des interactions, il va exécuter le JavaScript, ça va modifier le HTML, puis finalement, dans le fond, il est capable d'exécuter tes requêtes Ajax qui va communiquer avec le serveur si tu as des API, tout ça. Est-ce que ça permet de tester sur différents browsers ou c'est assez spécifique? Ça varie énormément des technologies utilisées. Il y a des outils qui sont bons là-dedans, il y a des outils qui ont plus de difficultés, qui sont plus ciblés sur certains browsers, puis headless browsers. OK. C'est pas mal ça. C'est dans le fond, tout ce que ça simule vraiment tout ce que nous, on peut faire. Fait qu'au lieu de cliquer, dans le fond, c'est le programme qui dit où est-ce qu'il doit cliquer, puis après ça, il est capable de lire l'état de la page, puis de faire des validations. J'imagine aussi attendre, parce que quand on fait des interactions, il y a souvent des temps d'attente avec la page. Fait que ça s'intègre avec l'interaction avec le browser. S'il attend une réponse, mettons qu'il y a une requête qui est pending, le temps que le résultat update la page, il fait des attentes spéciales ou il faut mettre des waits nous-mêmes là-dedans? Ça dépend des outils. Exactement. Puis c'est ça qui est le fun, où est-ce qu'on voit les bons outils et des moins bons outils. C'est que les bons outils vont te fournir beaucoup plus de stratégie pour gérer ces attentes-là, ou ils vont le gérer automatiquement, tandis que d'autres, c'est à toi d'implémenter ta stratégie, puis justement de t'adapter avec les attentes. Il y en a qui sont spécialisés pour, je pense à Protractor, qui est spécialisé avec Angular, où est-ce que lui, il était très bon pour gérer l'attente pendant que le framework réfléchissait puis rafraîchissait la page. Toutes les requêtes asynchrones qui se passent, il s'accrochait sur les asynchronicités pour être sûr qu'il reçoit vraiment les résultats. Donc, toutes tes promesses qui soient retournées pour être sûr que c'est live quand tu arrives à faire tes tests, en fait. C'est ça. Puis, ce qui est le fun, c'est moins que tu en as à faire, plus que tu te concentres à développer ton test, pas à essayer de réimplémenter un framework. Fait que c'est sûr que les frameworks de plus en plus deviennent intéressants là-dessus, où est-ce qu'ils te fournissent ces fonctionnalités-là. Juste un petit comparatif, là, la différence entre un test end-to-end puis un test unitaire, c'est un peu ça. Là, soit
soit les tests unitaires, tu vas tester chacun des morceaux de ton gros robot Power Ranger, ou sinon, quand tu fais la version intégrée, ton Megazord ou quelque chose comme ça, là, c'est le vrai modèle qui sert à affronter les vrais méchants, les vrais clients. Puis je sais pas si tu en parles un peu plus loin dans la présentation aussi, mais je pense que le mindset aussi de quoi tester, c'est important à pas mélanger. Je pense que tu veux pas tout tester tes cas de figure côté end-to-end comme tu feras avec tes unit tests. Il y a différentes stratégies, puis là après c'est de te poser la question, c'est quoi les autres outils que tu as? Si tu n'as pas d'autres outils, si ton framework te permet de facilement tester tes cas limites de ton front-end, puis tu n'as pas d'autres outils pour le faire, ben tu peux peut-être le faire. Mais principalement quand tu fais vraiment des tests end-to-end, ben tu veux faire les actions qui touchent toutes les couches. Puis souvent, vu j'en parlais un peu plus loin, les tests end-to-end sont plus longs à exécuter. Ben, tu veux peut-être pas entrer dans trop les edge cases puis prendre du temps à les exécuter. Ouais. Tu veux vraiment cibler le happy path. Mais c'est ça, parce que le terme le dit un peu, end-to-end, c'est pour vraiment essayer de toucher toutes les couches. Si tu checkes que ton JavaScript, il y a une erreur quand tu rentres tel champ, ben c'est moins intéressant. Mais ça se peut que si tu n'as rien d'autre pour le tester, ça peut être un bon outil, puis ça prend peut-être pas beaucoup de temps. Okay. Fait que certaines caractéristiques des tests end-to-end, ben, c'est reconnu pour avoir une grande couverture de code. Fait que quand on fait un test qui clique dans plusieurs pages puis qui passe au travers de plein d'API dans ton application puis qui valide que toute l'information est bonne, ben c'est sûr que tu couvres énormément de code. Avec très peu de tests, tu couvres très large. Contrairement avec un test unitaire où tu vas tester une petite fonctionnalité à 100%, là tu vas tester 80% de l'application avec très peu de tests, en fait. Exactement. Fait que tu peux vite voir que ton application fonctionne. Fait que c'est des tests qui ont beaucoup de valeur. Puis en plus, comme on disait tantôt, ça teste vraiment ce que le client il va vivre. C'est plus juste des fonctions isolées dans un contexte contrôlé. C'est dans l'état de production, dans les cas qui ressemblent souvent le plus à la production possible, c'est comment il va réagir. Par contre, il y a certains inconvénients que les gens ressortent, c'est que souvent c'est long à exécuter, parce que quand tu roules le test, tu n'as pas le choix d'attendre après les réponses du web browser. Ton application, des fois, tu fais une requête, c'est pas rare que ça prenne une seconde avant que ça revienne, ou juste 400 millisecondes, mais 400 millisecondes enchaînées une couple de fois, ça peut devenir long. C'est ça va vite. Puis, vu comme on a parlé tantôt, il faut, pour faire un bon test end-to-end, il faut que tu aies un environnement pour le tester. Fait que ça demande de tout déployer les morceaux de ton application. Fait que plus ton application est complexe, mais plus c'est difficile à configurer. Fait que, Puis les tests end-to-end que tu ferais localement sur ton poste sont peut-être pas représentatifs de ce que tu vas faire sur un environnement déployé. Pas nécessairement tout le temps non plus. Fait que c'est pour ça que ça va vraiment selon les niveaux. C'est sûr que plus tu as une petite application, plus sur ton poste, tu essaies de ramener le plus les morceaux comme en production. Mais quand ça devient, quand tu tombes dans des grandes entreprises où est-ce que tu peux pas, tu peux pas tout avoir sur ton poste, toutes les applications qui existent. Mais c'est de cibler qu'est-ce que tu veux tester. Fait que là, tu moques les morceaux qui sont testés ailleurs, puis que tu n'es pas trop dépendant. Mais... Comme si tu as une application qui fait de l'intégration via une API d'une autre application, ben, tu pourrais moquer cette API-là parce que tu veux juste tester ton application. Même si tu la testes end-to-end, tu ne veux pas tester l'autre application à côté. Fait que tu vas essayer d'aller. Comme mettons, je pense à des affaires comme dans certaines applications, on a besoin, par exemple, d'envoyer des emails, puis on utilise SendGrid. Ouais. Ben là, il va falloir que en end-to-end, tu vas pas envoyer des emails à tout le monde à chaque fois que tu fais quelque chose. Tu vas probablement moquer ton mail sender pour dire, ben, dans mon end-to-end test, je vais juste envoyer ça dans un fichier local, puis je vais aller voir le fichier comme quoi que mon email est storé, mais je teste pas SendGrid, en fait. Ben, c'est ça. Il n'y a pas de valeur. On a confiance que SendGrid fonctionne. Toi, tu peux te donner des outils pour valider que c'est le bon message qui est envoyé. Que le template est bon, tout ça, mais que pas nécessairement... Dans le meilleur des cas, SendGrid t'offre... des fois, ils ont des espaces de test où est-ce que tu peux envoyer tes messages. Ça, c'est l'idéal, parce que si tu as des moyens en plus de voir quelle requête tu as envoyée, fait que tu es capable en plus de valider le message. Plus, Mais oui, puis tu sais, si tu te retrouves dans un environnement vraiment complexe, ben là, c'est justement peut-être pas tester sur ton poste, mais tester sur les environnements de développement pré-prod ou test, là, dépendamment de comment vous êtes organisé. Fait que tu peux facilement rouler ces tests-là sur n'importe quel environnement fonctionnel. Dans le fond, tu interagis avec l'application. Fait que dès qu'elle est déployée, c'est juste de bien penser comment tu codes tes tests pour que ça fonctionne.
comme il faut. Fait que tantôt, on parlera un peu des contraintes qu'il faut faire attention pour que ça fonctionne bien dans ces types d'environnements-là. Est-ce que tu parles dans tes contraintes, sinon on peut peut-être en parler tout de suite, mais d'intégration continue, build en continu? Est-ce que ça fait partie ou si c'est plus spécifique à un outil? Non, je parle vite de quand on peut les exécuter. Parce que je pense que c'est sûr que là où on peut voir une valeur, c'est si on est capable d'avoir ça dans notre build en continu qui peut rouler nos tests end-to-end. Je pense que tous les tests automatisés, éventuellement, on veut les amener à ce point-là où est-ce qu'ils sont exécutés le plus souvent possible et qu'ils valident qu'il n'y a pas de régression par rapport à ce qu'on avait développé avant. Fait que vite comme ça, je peux certains outils très populaires qui sont là pour faire des tests end-to-end. Le plus connu, qui est là depuis une éternité, bien avant moi, Selenium. Ils sont rendus à une couple de versions. C'est la base de plusieurs outils aussi, plusieurs outils là-dessus. Comme on voit, il y a plusieurs, ce que j'appelle les Selenium-based frameworks. C'est que Selenium offre deux choses. Il y a les WebDriver, qui est comme une librairie qui permet d'interagir avec les différents browsers. Fait qu'il y a des WebDrivers pour les différents browsers, Firefox, Chrome, Internet Explorer. Netscape. Peut-être qu'ils l'ont déjà eu, mais ça fait vraiment longtemps que ça existe, mais je suis pas sûr que c'est encore supporté. Ça ne plus aujourd'hui, Non, fait que c'est ça. Puis il offre aussi une grande liste de librairies en différents langages, Ruby, Java, C#, JavaScript. Ça, c'est comme la librairie qui interagit avec le WebDriver. Exactement. Fait que toi, quand tu veux coder des tests, tu utilises cette librairie-là, puis ça te permet de faire simplifier les commandes, tout ça, puis ça transforme ça en langage plus commun. Puis là, les frameworks, eux, ils rajoutent une couche de plus par-dessus ta librairie. Puis c'est eux, ils te permettent justement ils font les stratégies pour les weights qu'on parlait, comment interagir, puis optimiser le test. Tu parlais de Protractor tantôt pour Angular, lui, c'est vraiment le de facto pour Angular Protractor parce qu'il sait comment Angular fonctionne avec les HTTP clients puis tout ça, comment exactement les réponses puis tout ça. Les autres, je les connais plus ou moins, mais je sais, c'est incroyable à quel point il y en a beaucoup, puis de différentes manières, puis tout ça. Fait que c'est quand même intéressant à regarder. Si vous voulez magasiner, vous pouvez avoir des heures. Moi, je me suis beaucoup intéressé aux autres, Cypress.io, TestCafé, où est-ce que eux, ils sont vraiment différents dans le sens qu'ils n'utilisent plus Selenium. Fait que Selenium, dans le fond, il y avait certaines contraintes, puis eux, ils se sont libérés, puis ils ont repensé. Là, ça faisait... Selenium, c'était une manière de fonctionner. Eux, ils marchent beaucoup par les Web API qui sont utilisés des browsers. Eux autres, ils viennent s'intégrer directement dans le browser puis à l'extérieur du browser. Fait qu'ils sont capables d'avoir vraiment le pouls de ce qui se passe. Tandis que tout ce qui est Selenium, il est à l'extérieur puis tout ce qu'il sait, c'est au travers du Web API. Fait que ça change un peu comment ça fonctionne. Ça leur donne des nouvelles possibilités. Mais aussi, des fois, ça rajoute certains défis. Mais c'est quand même très intéressant. Comment choisir? Tantôt, on parlait de support de browser. Moi, j'ai beaucoup joué avec Cypress.io, mais présentement, ils supportent juste les browsers Chrome, Chromium, Electron, puis tout ce qui est... Ce qui revient quand même à couvrir beaucoup de browsers aujourd'hui, considérant Edge qui a été releasé récemment basé sur Chromium. Donc, à part Firefox... Oui. Il reste un Gaulois dans l'histoire, là. Puis on n'est plus... Safari ou Opera est basé sur Chromium, mais c'est ça, on diminue quand même le bassin de browsers non compatibles. Puis on va s'entendre, l'uniformité des browsers a beaucoup évolué depuis 15-20 ans, là. On a beaucoup moins de surprises quand on teste d'un browser à l'autre si tu n'utilises pas les nouvelles fonctionnalités qui sont juste sorties, mais d'habitude, avec les fonctionnalités de base de tous les browsers, le résultat est sensiblement pareil. Surtout si on s'en va vers l'HTML5, puis le standard est un peu mieux implémenté de façon uniforme aussi. Je pense pas qu'actuellement, à moins que vous ayez vraiment des besoins spécifiques, vraiment vous faites développer une application pour Internet Explorer ou des trucs comme ça, vous ne devez pas trop vous soucier de ça. Je pense pas que ça devrait être un bloquant dans votre choix. Mais si vos clients ils utilisent vraiment ça, puis pour vous autres c'est important, c'est à prendre en considération. Les langages de programmation, c'est sûr que si vous voulez vraiment pas coder en certains langages ou vous voulez utiliser votre expertise pour être bon, c'est sûr qu'il y a les différents outils utilisent différents langages. Selenium, il en supporte beaucoup. Il y en a qui en supportent moins. Il y en a que c'est juste JavaScript, il y en a qui c'est juste du Java. Mais il y en a vraiment pour tout le monde, inquiétez-vous pas. Puis, pensez à qui va l'utiliser. Si dans le fond,
si votre expertise est dans un langage, puis les développeurs sont à l'aise avec, puis ils sont habitués avec un outil, mais ça rajoute beaucoup de valeur aussi. Ouais. Puis, il y a une différence aussi, où est-ce que, comment chez vous, qui va développer les tests? C'est-tu un développeur, un QA? C'est-tu quelqu'un qui a de la facilité en programmation? Il y a des outils qui existent, comme, qui appellent... pour ajouter un certain lexique par-dessus les fonctionnalités comme Cucumber. Okay. Puis lui, ça te permet justement de faire du Behavior Driven Development, BDD. Là où c'est des phrases qui sont mappées sur l'exécution de code en arrière, mais tu n'as plus besoin de connaître le langage de programmation, c'est juste... Exactement. Mais c'est sûr que tu te rajoutes quand même une couche de complexité, mais tu te retrouves où est-ce que ça peut être des analystes d'affaires, des QA qui ont moins d'affinité avec la programmation, puis tous les petits quirks de comment mettre les points virgules, tout ça. Ils écrivent une phrase, on leur donne un lexique bien défini, puis ils sont capables de... Une fois que le mapping est fait, ça va fonctionner. Exactement. Donc, ça conclut notre épisode d'aujourd'hui, qui est en fait la première partie sur tout ce qui est le volet test end-to-end. Oui, on a vu comment les outils de test, un petit peu de façon générale, comment ça fonctionne l'end-to-end, qu'est-ce que c'est, puis tout ça. Dans le prochain épisode, on va voir la suite qui va être de comment on va intégrer ça dans une application web. Oui. Donc, évidemment, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, la page Facebook, on vous invite à liker la page, subscriber au channel YouTube pour être capable d'avoir les notifications pour savoir quand le prochain épisode va être disponible. Merci. À la prochaine.